Nous l'avons vu, tout commence par Mark Twain. Originaire du Missouri, il a voyagé dans les États-Unis et avec lui, le Mississippi fait ses premiers pas dans la littérature. Mais le grand écrivain, le monument littéraire qui va donner à la littérature du Sud son aura, c'est bien entendu William Faulkner. La puissance de son verbe, la volonté de tout dire en une phrase font qu'il est considéré aujourd'hui comme un maître par nombre d'écrivains du monde entier. Il a écrit 25 romans, mais les deux plus importants sont probablement Le bruit et la fureur en 1929 et Absalom, Absalom en 1936. À la même époque, Thomas Wolfe, avec L'Ange exilé, a également participé à cette littérature, mais sans y apposer sa marque comme Faulkner l'a fait. D'autres écrivains blancs du Sud, comme Robert Penn Warren, qui a écrit Les Fous du Roi, Les Rendez-vous de la Clairière, Un endroit où aller, William Styron, originaire de Virginie, qui a publié en 1951 Un lit de ténèbres, sont des romanciers importants mais ne sont pas considérés comme des héritiers directs de Faulkner. À tel point qu'en 1959, lorsque paraît le dernier roman de Faulkner, la littérature du Sud aurait pu clore son dernier chapitre. Finalement, la relève viendra d'écrivains qui sont pour la plupart des femmes ou des noirs, comme la jeune Carson McCullers qui publie Le cœur est un chasseur solitaire en 1940 et plus tard Flannery O'Connor avec Les braves gens ne courent pas les rues. Dès 1940 d'ailleurs, les romanciers noirs et le succès littéraire font une entrée fracassante avec Richard Wright et son Enfant du pays. Il est né dans le Missouri mais parle de Chicago avec un regard tout à fait différent des romanciers blancs. Tout comme son compatriote Ralph Ellison et son incroyable Invisible Man. Du côté des femmes, Zora Neale Hurston écrit en 1937 La femme noire. Margaret Walker, qui dans Jubilé en 1966 écrit Autant en emporte le vent vu du côté des esclaves. En 1982, Alice Walker écrit La couleur pourpre. Mais c'est Toni Morrison qui en 87, avec Beloved, s'impose comme le plus faulknérien des écrivains modernes. Avec elle, la littérature du Sud accomplit son histoire. Toni Morrison et William Faulkner sont plus que des écrivains du Sud. Encore aujourd'hui, ils marquent de leur empreinte une partie de la littérature internationale. Certains auteurs américains ont témoigné dans leurs romans des différentes étapes de l'aventure américaine. Ce sont des témoins de l'histoire américaine. Après Mark Twain, Stephen Crane fut l'un des premiers en 1895. Il parle de la guerre de sécession dans La conquête du courage. En 1911, Gertrude Stein écrit The Making of Americans. Elle a côtoyé nombre de grands écrivains américains et donc un témoin pertinent de la littérature naissante d'avant la Première Guerre mondiale. Si en 1919, Sherwood Anderson, dans Waynesburg, Ohio, décrit une vie rurale à dimension humaine, Sinclair Lewis lui répond dans Main Street par une critique du provincialisme et de l'inculture du Middle West, et dans Babbitt, il parle de la politique dans ces mêmes villes. Dos Passos, lui, est le témoin de la période qui va de la Première Guerre mondiale à la crise de 29. Il n'a de cesse de dénoncer l'aliénation de l'homme américain. Sa trilogie USA est considérée comme un monument de la littérature. Elle parle des migrants qui arrivent aux USA et de l'oppression de la classe ouvrière. Le premier tome de cette trilogie, 42e parallèle, est à lui seul un reflet de toute cette misère. Norman Mailer est le témoin parfait de l'histoire américaine. Il est toujours là au centre des grands événements du XXe siècle. Dans Les Nus et les Morts, par exemple, il parle de la guerre 40 avec un œil de journaliste, et dans Le Chant du bourreau, en 78, il aborde le sujet de la peine de mort. Philip Roth va multiplier dans son œuvre les jeux de masques et va flirter avec l'autobiographie et son personnage David Zuckerman, toujours à la limite entre pulsion et interdit, transgression et culpabilité. Ces personnages se retrouvent projetés dans un moment critique de l'histoire, comme par exemple dans son Complot contre l'Amérique ou dans L'Attache. Si, comme pour les écrivains du Sud, nous avions besoin d'un axe, d'une charpente pour regrouper ces témoins de l'histoire américaine,
Alors il faut l'articuler entre Stephen Crane et Richard Ford. Ce dernier, dans Independence Day, parle de l'évolution de la famille américaine, déjà des problèmes de l'immobilier. Et dans son dernier roman, Canada, sorti en 2013, il prouve qu'il reste l'un des grands maîtres de la littérature américaine. Ford est encore en vie, mais il a déjà des héritiers, comme Jonathan Franzen, qui brosse un magnifique portrait d'une famille brisée dans les corrections, et Richard Powers, qui dans Le temps où nous chantions, nous parle de l'arrivée des classes moyennes noires. Il faut également parler des écrivains des minorités. Si on pense à la communauté italienne, John Fante vient tout de suite à l'esprit. Nous pourrions citer tous ses romans. On retiendra par exemple Les Compagnons de la Grappe. Barbara Kingsolver, elle, s'est rapprochée de la communauté mexicaine. Et Louise Eldridge, qui a parlé des émigrants allemands dans La chorale des garçons bouchers, mais étant d'origine indienne, bon nombre de ses romans nous parlent des Indiens. Ce qui a dévoré nos cœurs est certainement son œuvre la plus intense. New York a donné à la fin du XXe siècle une littérature désenchantée et crépusculaire. Quand on parle du quartier de Brooklyn, on y associe logiquement Paul Auster. Toute son œuvre est assez homogène. Citons sa trilogie new-yorkaise et le livre des illusions. Mais c'est Brooklyn Follies qui reflète certainement le mieux cette désaventure new-yorkaise. Le symétrique de Paul Auster en littérature est bien entendu Sirius Vett, avec entre autres romans Tout ce que j'aimais. Enfin, on ne peut parler de New York sans citer Michael Cunningham et son magnifique The House. Les romans d'après le 11 septembre forment un genre à eux seuls. Jay McInerney en a écrit un très beau, La belle vie. Dès 1900, le rêve d'une Amérique juste et prospère s'estompe dans la littérature. Théodore Dreiser est impliqué dans les campagnes contre les injustices sociales. Il ajuste sa critique avec Sister Carrie en 1900 et la renforce en 1920 avec une tragédie américaine. Comme Upton Sinclair, écrivain militant socialiste qui brosse en 1905 un terrible tableau de la condition ouvrière à Chicago avec La Jungle. Il reviendra sur la guerre de sécession avec Manassas en 1904. Il écrit de nombreux autres romans qui sont hélas quasiment tous oubliés. L'œuvre de Jack London est déconcertante, multiforme, à la fois exaltation de la vie et fascination de la mort. Certains des romans de cet écrivain du prolétariat sont à classer parmi les romans de la révolte, comme Martin Eden, roman quasi autobiographique écrit en 1909. La fin tragique ainsi que celle de son auteur confirment cette déception de la vie chez ce révolutionnaire déçu qui décède en 1916. Gatsby le Magnifique, qui paraît en 1925, est souvent présenté comme le roman qui illustre le rêve déçu de l'Amérique. Scott Fitzgerald y décrit les revers de la fortune d'un homme qui ne méritait pas de tout perdre, annonçant les prémices de la crise de 29 ou celle de son propre sort. Fitzgerald finira sa vie ruiné, malade et isolé. Il est tout un symbole, lui qui a commencé dans le luxe et la célébrité. Mais le grand révolté, c'est à coup sûr Steinbeck, écrivain de l'Ouest, écrivain des cycles et des saisons et de l'histoire de l'homme et de la terre. Il a commencé à écrire après la crise de 29 et n'a eu de cesse de démonter la misère des hommes avec une dimension souvent biblique, comme dans Les raisins de la colère. Sa révolte est devenue sociale et même politique pour terminer désenchanté, toujours à la recherche d'un Éden. Ernest Hemingway était à la fois journaliste et écrivain. Il fait partie de la fameuse génération perdue de Gertrude Stein. Il a influencé autant par son style d'écriture que par sa vie d'aventurier et son image publique. Son roman Pour qui sonne le glas est inspiré par sa participation à la guerre d'Espagne. La fin de la vie de Hemingway est tout à fait conforme à celle des autres écrivains déçus. Henry Miller, lui, n'a eu de cesse de lutter contre le puritanisme. Il ne voit partout que la dégradation de l'homme. Il fit beaucoup pour libérer la littérature américaine des tabous sexuels. Il a vécu en France. Ses romans étaient systématiquement interdits aux USA car trop pornographiques, comme par exemple
le tropique du Capricorne. Kerouac, lui, a beaucoup influencé les écrivains et les musiciens du XXe siècle par sa prose spontanée. Son roman le plus célèbre, Sur la route, doit plus être vu comme un témoignage et le livre d'une génération plutôt qu'une œuvre littéraire majeure. Nous citerons